M. Charles Castonguay. Merci beaucoup. Mon sujet, je suis là pour réchauffer la salle, c'est d'attirer votre attention sur le recul du français depuis les 5 dernières années, enfin les 5 dernières années, les années 2001-2006 essentiellement, les 2 derniers recensements. Il va y en avoir un autre en 2011, dans un mois ou 2. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'informations qui vont sortir de ce recensement de 2011. De toute façon, juste à regarder les résultats qui sont derrière nous, on comprend, je crois, que c'est maintenant le moment d'agir si on veut changer le cours des choses avant qu'il ne soit trop tard. On n'attendra pas 2011. On n'attendra pas que les résultats soient connus en 2012, ainsi de suite. En fait, ça fait 35 ans que je suis la situation, que je fais le suivi de la situation, et je suis arrivé à la conclusion qu'il faut sortir des verts pâturages universitaires et aller parler aux gens. Déjà, on vous a mis la puce à l'oreille. Effectivement, à l'échelle du Canada, le français dégringole et pas rien qu'un peu. Vous avez ici l'évolution de la population langue maternelle française depuis 1951, le milieu du 20e siècle, jusqu'en 2006. Partant de 29 %, le poids de cette population francophone langue maternelle a chuté à quelque chose comme 21,5 % en l'espace de 55 ans. Ça ne s'est jamais vu, ça, dans l'histoire du Canada. Pendant tout le siècle précédent, le siècle depuis la Confédération, ça s'est maintenu à peu près à 30 %, 29 %, 30,5 %. Dans ces eaux-là, c'était relativement constant. Mais après la Seconde Guerre mondiale, vous avez la chute et le non-remplacement des générations dû à la fécondité insuffisante à partir de 1971 et le non-remplacement de la population de langue française à cause de la faiblesse de l'attrait du français auprès des immigrants allophones. Alors, si je faisais le graphique du poids de la population langue maternelle anglaise, ce serait à peu près une ligne droite. L'anglais réussit, à l'échelle du Canada, à remplacer les enfants anglophones qui ne naissent pas parce qu'eux aussi, leur fécondité est inadéquate. À peu près au même niveau que chez les francophones, les anglos et les francos, à l'échelle du Canada, à l'échelle du Québec, sont à peu près également sous-féconds. Mais l'anglais attire tellement de nouveaux locuteurs par voie d'assimilation linguistique qu'il remplace les berceaux vides par des nouveaux locuteurs de l'anglais. Et le tour est joué. Il maintient son poids, alors que le français ne maintient pas. Ce qui nous intéresse davantage, peut-être, c'est la situation au Québec. Et j'ai juxtaposé ici l'évolution sur les 15 dernières années du poids de la population de langue anglaise de façon à comparer au poids de la population de langue française. Et sur le plan de la langue maternelle et sur le plan de la langue parlée le plus souvent à la maison, ce qu'on appelle, pour faire plus court, la langue d'usage. Sur le plan de la langue maternelle, pendant les 10 premières années, vous voyez une tendance dans les 2 cas à une chute de poids, n'est-ce pas, tant chez la population de langue anglaise que la population de langue française. Les baguettes s'inclinent vers le bas en allant de gauche à droite. Mais il y a eu un revirement assez remarquable pour ce qui est de la langue anglaise pendant les 5 dernières années, c'est-à-dire les années entre 2001 et 2006, les dernières observations que nous avons à notre disposition. Du point de vue de la langue maternelle anglaise, l'anglais tient le coup, et c'est la première fois dans l'histoire des recensements, depuis la Confédération, qu'on voit le poids de l'anglais se stabiliser du point de vue de la langue maternelle. Et sur le plan de la langue d'usage, la langue parlée le plus souvent à la maison, au moment du recensement, il y a même une remontée de 0,3 points de pourcentage, ce qui est aussi du jamais vu
depuis qu'on récolte cette information d'un recensement à l'autre. En fait, on l'accueille, cette information, depuis le recensement de 1971. Alors, il y avait 30 ans de décroissance du poids de l'anglais, langue d'usage au Québec, mais tout d'un coup, une remontée. C'est absolument l'inverse du point de vue du poids du français, et sur le plan de la langue maternelle et sur le plan de la langue parlée le plus souvent à la maison. Le poids de la majorité de langue maternelle française au Québec a chuté de 2 points de pourcentage, de 81 à 79 en 5 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire du Québec, dans l'histoire des recensements. Dans l'histoire du Québec, oui, peut-être après la conquête. Il y en a 10 000 qui sont repartis en France. Le poids des Français a baissé, puis il y a des anglophones qui sont arrivés. Ça a assez vite fait. Mais depuis cette époque-là, le français s'est maintenu environ 81, 82, 83, même des fois, de la population sur le plan de la langue maternelle, des fois 79 mais jamais une chute abrupte comme celle-là. Sur le plan de la langue d'usage, il y a aussi une chute de 1,3 point de pourcentage, et ça aussi, c'est du jamais vu depuis qu'on récolte cette information. Vous allez peut-être avoir remarqué que il y a une disjonction ici dans le graphique sur la langue d'usage pour l'anglais et pour le français. J'ai 2 observations en 2001. C'est qu'ils ont modifié un petit peu le questionnaire en 2001. Et donc, j'ai essayé d'établir une comparabilité, par exemple, 91, 96, 2001, en modifiant les réponses de façon à ce que ce soit cohérent avec le vieux questionnaire. Et pour les 5 dernières années, j'ai utilisé le nouveau questionnaire qui avait été modifié en 2001 et maintenu tel quel en 2006. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de disjonction. Faites-vous-en pas, c'est des détails, ça. La raison pour cette performance, cette contre-performance du français et ce regain de l'anglais se retrouve du côté de l'assimilation linguistique. Je vous ai déjà dit que pour ce qui est de la fécondité, les francophones et les anglophones se valent. Depuis 20-25 ans, ils ont le même indice synthétique de fécondité. En fait, même pendant les 5 dernières années, la fécondité anglophone a été légèrement inférieure à la fécondité francophone au Québec. 1,44 enfants par femme, selon les estimations de Statistique Canada, pendant cette période où vous avez quand même vu que le poids de l'anglais se maintenait langue maternelle et commençait à remonter pour la langue d'usage à la maison. Alors, ce n'est pas la fécondité qui explique cette bonne santé de l'anglais, c'est plutôt le pouvoir d'attraction de l'anglais sur les autres groupes linguistiques, les francophones d'une part, les anglophones d'autre part. Il y a à l'échelle du Québec, en 2006, quelques 10 000 francophones nets d'anglicisés, ce n'est pas énormément de monde, mais il y a au-dessus de 100 000 allophones anglicisés. Quand je parle d'assimilation et d'anglicisation ou de francisation, je suis continuellement en train de comparer langue maternelle avec langue parlée au moment du recensement, le plus souvent à la maison. D'accord? On peut mesurer l'assimilation linguistique de cette façon-là. Je suis un exemple de francisation. Ma langue maternelle, c'est l'anglais, mais ça, c'est loin derrière moi. À l'âge de 24 ans, j'ai épousé une Québécoise, le coup de foudre. Vous voyez ce qui est arrivé, là. Ça m'a francisé assez raide. Mais auparavant, je ne parlais pas de français à la maison, ni avec mon père, ni avec ma mère. Je suis un anglophone de l'Ontario. Donc, je suis un cas. Mais il y a d'autres cas aussi de francophones, langue maternelle, qui ont adopté l'anglais pour différentes raisons, le coup de foudre, ou encore un emploi, ou un déménagement dans une autre région, ainsi de suite. Les francophones qui quittent le Québec, par exemple, pour aller vivre à l'extérieur, dès la première génération, plus de la moitié, rendus à l'âge de 50 ans, ont adopté l'anglais comme langue principale parlée à la maison. Alors, c'est très puissant, le pouvoir d'attraction de l'anglais. Au Québec, en début de période,
vous avez pour le français ni un gain ni une perte sur le plan de l'assimilation. Cet indice qui est devant vous, l'indice de vitalité des langues, c'est simplement le quotient au numérateur population langue d'usage française, au dénominateur population langue maternelle. Quand le numérateur est égal au dénominateur, le ratio est égal à 1. C'était le cas pour le français en début de période en 1971, la première fois qu'on a mesuré la langue parlée le plus souvent à la maison et qu'on a pu mesurer l'assimilation linguistique avec les données de recensement. Tranquillement, il y a eu un accroissement de pouvoir d'assimilation, si vous voulez, du français. Cette vitalité est faite à part égale de persistance linguistique de la part des francophones, langue maternelle, qui continuent à parler le français, et aussi attraction linguistique du français sur les gens de langue maternelle autre que, mais enfin, pas anglaise, parce que les Anglais gagnent dans le jeu de l'assimilation, dans le va-et-vient entre l'anglais et le français. C'est l'anglais qui est légèrement gagnant à l'échelle du Québec, mais le français attire quand même des allophones. Anciennement, c'était des gens de langue maternelle italienne, après les immigrations suivant la Deuxième Guerre mondiale. Et plus récemment, ben, vous pouvez penser à des gens de langue créole, des gens de langue espagnole, portugaise, vietnamienne, roumaine, et ainsi de suite. Et il y a des germanophones aussi, il y a des slaves qui se francisent. Ils ont tendance plutôt à s'angliciser, mais il y en a aussi qui se francisent. Alors, c'est assez riche, et ce que vous avez là, c'est le bilan, le résultat net de tout le va-et-vient entre les différentes langues, quand, à un moment donné, à un recensement donné, on pose aux gens les deux questions. Votre langue maternelle, la langue que vous parlez le plus souvent à la maison, on compare les deux, on peut comptabiliser les gains et les pertes. Les gains du français, comme j'ai mentionné, étaient nuls en début de période, encore nuls en 81. StatsCan a changé le questionnaire en 86. Boing! Tout d'un coup, on est au-dessus du 1. On commence à avoir un gain net, mais même avec ça, en fin de période, on est à 1,03, ce qui veut dire un gain net de 3 %, population langue d'usage, comparativement à la population langue maternelle. Alors, ce n'est pas très fort quand on compare surtout à l'anglais. En début de période, l'indice de vitalité pour l'anglais était de 1,6, 1,16, 1,13, je m'en souviens. Un profit de 13 % par rapport au plancher, si vous voulez, de 1. Et ça continue à croître régulièrement depuis ce temps-là, si bien qu'à la fin de période, on est à 1,3 pour l'anglais, 1,30 si vous voulez. Le 3 ou le 30, ça se traduit par un gain net de 30 %. La population langue d'usage anglaise au Québec en 2006 est de 30 % supérieure à la population de langue maternelle anglaise. Je répète, chez le français, langue d'usage est de 3 % supérieure. Alors, le pouvoir d'assimilation de l'anglais est là, 10 à 1, d'accord? Quand on compare 30 à 3, c'est un rapport de 10 à 1. Ça rapporte des dividendes sur le plan des berceaux vides. Ici, j'ai le profil selon l'âge de la population langue maternelle anglaise. Ça se totalise à 100 % et pour chaque groupe d'âge, j'ai dans le graphique, la longueur du bâtonnet indique le pourcentage que représente ce groupe d'âge dans le total population langue maternelle anglaise, dans le total de 100 %. Par exemple, ici, vous avez les enfants de 0 à 4 ans comptent pour environ 5,5 % de la population langue maternelle anglaise, etc., etc. Ici, dans les 40-44 %, ça compte pour 7,5 % à peu près de la population langue maternelle anglaise. Ça vous donne un peu l'état de santé d'une population du point de vue de la langue maternelle, qui est un caractère fixe, qu'on ne change normalement pas de la naissance jusqu'à la mort. Là. On est plus ou moins né avec notre langue maternelle, on l'a déjà entendu avant de naître,
Et bon, ça a l'air de ça, la population anglo du Québec en 2006. Vous voyez ici, vous avez le baby boom là, des années 45, 55, 65, là. Les 20 années de surfécondité. Ça n'a pas été juste chez les francophones, mais ça a été partout dans le monde occidental développé, comme on l'appelle, en Europe, aux États-Unis, au Canada anglais, le baby boom, suivi de le baby bust, donc un creux ici dans les générations, mais ensuite une nouvelle bosse qui s'appelle l'écho du baby boom. Ce sont les enfants des parents qui étaient dans le baby boom, n'est-ce pas? Ça se répercute sur les générations. Les générations, à l'heure actuelle, il y a quasiment un espace de 30 ans entre deux générations successives. C'était déjà 25 ans, mais maintenant, aujourd'hui, les femmes font leur premier enfant à un âge plus avancé, à cause de leurs études plus poussées, leur aspiration professionnelle. Le premier enfant est en général retardé par rapport à ce qui se faisait anciennement. Et l'espace entre deux générations est d'environ 30 ans. C'est pour ça que j'ai coloré en différents tons de rouge 3 blocs de 30 ans ici, juste pour des fins de comparaison. On pourrait dire ici que la population langue maternelle anglaise, si vous regardez le rouge moyen et le rouge foncé du bas, c'est la relève, hein, le rouge foncé, ça remplace pas mal bien la génération précédente qui était en rouge moyen. Évidemment, les plus âgés, il y a la mortalité qui joue, il n'y a rien à faire. Hein, on sait ce qui nous attend sur ce plan-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une fécondité de 1,44 enfants par femme, alors que pour remplacer les générations, ça prend 2 enfants par femme pour remplacer la femme, et 1 enfant pour remplacer l'homme, et 1,1 pour remplacer, enfin, par sorte d'assurance, assurance vie. Ce n'est pas tous les enfants qui naissent, qui vont vivre jusqu'à l'âge d'avoir des enfants à leur tour. Alors, les démographes estiment que ça prend 2 enfants, 1. Si vous faites le rapport entre 1,44 au numérateur et 2,1 au dénominateur, 2,10 au dénominateur, ça fait 75 % à peu près, un 0,75 ou 65. Le complément, le 25 %, c'est un déficit biologique. Il manque 1/4 des enfants pour remplacer les générations anglophones. Il manquait 1/4 des enfants pour remplacer les générations anglophones entre 2001 et 2006. Or, qu'est-ce qu'on observe en regardant le profil selon l'âge de la population langue maternelle anglaise? Il y a des miracles en grand nombre qui se sont produits parce que le déficit n'est que de 5 %. Pas 25 %, 5 %, presque rien. Ce qui arrive, c'est que, ici en bas du profil, pensez à des francophones, pensez à des allophones surtout, jeunes adultes, qui viennent à parler anglais, langue principale à la maison, à cause de leurs études, à cause de leur profession, leur travail, leur gagne-pain, leur environnement, etc. À Montréal, dans l'Outaouais, ça marche. À Planche, l'anglicisation. Ces jeunes anglophones qui parlent anglais à la maison vont élever leurs enfants en anglais. Ce sont des enfants de langue maternelle anglaise. C'est perdu pour la population francophone langue maternelle, c'est perdu pour la population allophone langue maternelle, c'est gagné pour l'anglais. Alors l'anglais, son profil est assez baraqué, assez gras dur, quand on compare surtout au profil du français. Le profil des allophones est encore plus échancré, est encore plus effrité à la base que le profil pour la population majoritaire de langue maternelle française. Eux autres aussi, je vous l'ai dit, ils ont à peu près une fécondité ou une sous-fécondité du même ordre que les anglophones. On est pareil sur ce plan-là. Là où on n'est pas pareil, on l'a vu dans le graphique sur la vitalité, la puissance d'assimilation, le français avait un gain de 3 %, l'anglais avait un gain de 30 %. Ici, vous voyez le 3 % qui est à l'œuvre quand même. Le déficit entre 2 générations successives n'est pas de 25 % comme il aurait dû être chez les francophones, il est juste de 17 %.
mais c'est quand même un gros déficit comparativement au déficit pour l'anglais. Alors, il y a un déséquilibre quasiment structurel qui agit au Québec par le truchement de l'assimilation linguistique qui fait en sorte que la minorité de langue anglaise s'en tire beaucoup mieux que la majorité de langue française. 17%, c'est légèrement moins, n'est-ce pas, que 25%. Alors, il y a quand même des enfants allophones à la base de cette pyramide qui vient de disparaître, qui sont nés de langue maternelle française. Leurs parents allophones se sont francisés et ont transmis le français comme langue maternelle à leurs enfants. Ici, j'ai essayé de cerner. Alors là, vous avez digéré un peu, j'espère, on va regarder des chiffres. On va parler de choses sérieuses, là, et on va revenir au graphique plus tard, d'accord? Mais dans les chiffres, ce que j'ai essayé de faire, c'est de cerner quelle est l'assimilation réelle qui s'effectue sur le terrain, au Québec, à Montréal, dans l'Outaouais. Pas le choix d'immigrants qui fait en sorte qu'on choisit parfois des Maghrébins des Maghrébins ou des gens d'autres langues qui ont déjà adopté le français à Marseille comme langue d'usage, ou à Paris, ou peut-être au Maroc, en Tunisie, ou dans les îles Seychelles, ou ailleurs, où le français est une langue de prestige et une langue avec une attraction forte, comme en France ou en Belgique. Il y a des immigrants qui transitent par ces pays-là avant d'arriver ici, ou qui viennent directement du Maghreb, et le français est tellement fort encore dans l'Afrique du Nord que c'est la langue d'instruction, c'est la langue de la réussite socio-économique, c'est la langue du prestige. Ils l'adoptent avant même d'arriver ici. On ne peut pas les compter comme étant des allophones que nous avons francisés grâce à la loi 101, en raison de la loi 101 ou de la force d'attraction du français sur le territoire québécois. C'est notre politique de sélection des immigrants qui explique une bonne partie du gain qui commence à poindre là pour le français en matière d'assimilation. Alors, j'ai voulu écarter ces gains-là qui viennent du fait qu'on sélectionne nos immigrants en fonction de leurs compétences en français. Et il y a des bonnes chances qu'un immigrant qui est parfaitement compétent en français soit même passé au français avant même d'immigrer. Alors, c'est notre politique de sélection des immigrants qui doit être créditée là, avec le recrutement d'un francophone, finalement. Ce n'est plus un allophone quand il arrive au Québec. C'est un francophone direct là. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse plus, beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus important quand on veut comparer la force ou la faiblesse de l'anglais et du français, c'est de voir quels sont les gains de ces deux langues-là pendant 5 ans de séjour sur le territoire québécois. D'accord? Alors, j'ai pris 2 cohortes. Une cohorte de jeunes âgés de 0 à 9 ans, un premier recensement. Le premier exercice qu'on va faire ensemble concerne les 2 recensements 91-96. C'est la première fois que j'ai fait cette expérience-là. J'ai pris les enfants qui avaient de 0 à 9 ans en 91. Je les ai suivis 5 ans plus tard. Ils avaient de 5 à 14 ans. J'ai éliminé les immigrants qui sont arrivés entre-temps et qui avaient de 5 à 14 ans. J'ai enlevé ça de mon univers d'observation. Et évidemment, les enfants qui sont nés entre-temps, ils ont de 0 à 4 ans, ils ne sont pas là, hein, d'accord? Ça s'appelle une cohorte longitudinale. Alors, essentiellement, c'est la même population observée à un intervalle de 5 ans. D'accord? Une première observation en 91, deuxième observation en 96. J'ai regardé pour cette cohorte-là combien il y avait d'allophones, etc. Ici, il s'agit de l'anglais. Alors, j'ai comparé quelle était la population langue d'usage anglaise et j'ai soustrait la population langue maternelle anglaise. Ce qui est resté, c'était le profit net de 7300 pour l'anglais par voie d'assimilation faite, déjà accomplie en 91, en début de période. Alors, le gain de 7300 est déjà là. 5 ans plus tard, avec la même soustraction, langue d'usage moins langue maternelle, je constate que l'écart est de 10 006. Alors, ceux qui se sont ajoutés aux 7003,
Il n'y a pas beaucoup de mortalité, n'est-ce pas, dans ce groupe-là. Les gens n'émigrent pas non plus à cet âge-là. Ils ne quittent pas le Québec pour aller en Ontario ou pour retourner en Italie ou ailleurs. Alors, on peut dire que la croissance de 7 300 à 10 600, ce sont des gains réalisés au Québec pendant cette période quinquennale-là. J'ai fait la même chose pour une cohorte plus âgée. Ce que je voulais faire ici, c'est de voir, est-ce que l'école française, l'école primaire, l'école secondaire, avait l'incidence qu'on espérait sur l'attraction du français auprès des jeunes. D'accord? Alors, la cohorte 5 à 14 ans, c'est essentiellement des gens qui sont d'âge fin du secondaire, cégep, études universitaires. Ah, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ils sont au primaire ou au secondaire. La seconde cohorte, qui commence âgée de 10 à 19 ans et qui finit âgée de 15 à 24 ans, fin secondaire, cégep, université, premier emploi. Grosso modo, j'ai essayé de regrouper les groupes d'âge, les cohortes d'âge, de manière à distinguer ceux qui passaient par le primaire et le secondaire, la loi 101 s'applique, à ceux qui étaient à la fin du secondaire au cégep et à l'université, la loi 101 ne joue plus, et c'est le libre choix, pour voir quelle différence ça pourrait faire dans les gains nets de l'anglais et du français, le prochain tableau c'est le français, réalisés sur le territoire québécois pendant cette période quinquennale, entre 91 toujours et 96. Pour le français, pour l'anglais toujours, en début de période, pour le groupe plus âgé, il y avait davantage de profits, c'est normal. Ils sont plus âgés, ils ont eu plus de temps de changer de langue. Alors, ils sont, dès le départ, plus nombreux, 13 400. Ça augmente à 14 900, un gain de 1500 pour l'anglais, parmi cette cohorte-là, pendant ces 5 années-là. Prochain tableau, c'est le même exercice répété, mais pour le français cette fois. La jeune cohorte qui, en fin de période, est aux études primaires, secondaires. La loi 101 s'applique. Gain de 2600. Le groupe plus âgé qui, en fin de période, est sur le point d'aller au cégep, est au cégep, vient de sortir du cégep et est à l'université ou occupe un premier emploi selon qu'ils ont suivi une formation préuniversitaire ou une formation technique. Bon, alors, le deuxième groupe, donc, les gains observés en début de période pour le français étaient de 7 400, en fin de période de 8 400, ça fait 1000. J'ai fait ça 3 fois. J'ai fait ça pour ces 2 recensements-là, pour les 2 suivants et pour les 2 suivants. Alors, on va juste faire la synthèse de tout ça parce que c'est tannant, c'est fatigant. Vous reconnaissez ici les chiffres qu'on avait dans le premier de nos 2 tableaux statistiques. Ça, c'est les chiffres en fin de période, les gains réalisés, estimation, n'est-ce pas? C'est des approximations, ça, mais c'est à peu près le mieux qu'on puisse faire avec les données de recensement. C'est des analyses par cohorte comme ça. Et j'ai fait ça, comme je vous ai dit, pour 91-96, 96-2001, 2001-2006. Regardons 91-96. Les gains de l'anglais réalisés parmi la première cohorte sont supérieurs aux gains du français, et c'est vrai aussi pour ce qui est de la deuxième cohorte. Pour la deuxième période quinquennale, 96-2001, pour la première fois, les gains du français dépassent les gains de l'anglais parmi la première cohorte. On pourrait dire que rendu à cette date-là, à ces dates-là, la Charte de la langue française a porté tous ces fruits-là. Parce que vous voyez, 5 ans plus tard, c'est encore un peu la même chose. Regardez les chiffres comme ils se ressemblent. 2003 pour l'anglais, 3004 pour le français. 5 ans, la prochaine période quinquennale, 2002 pour le français, 3005 pour l'anglais. Alors, on dirait que la Charte de la langue française, il a atteint sa vitesse de croisière. Il est en train de produire davantage de francisation que d'anglicisation. Cependant, la seconde cohorte défait tout ça. On frappe un nœud en sortant du secondaire avec le cégep, l'université et le premier emploi.
Deuxième cohorte, la première période 91-96, l'anglais l'emporte sur le français, 1500, comparativement à un profit réalisé sur le terrain, sur le territoire québécois, de 1000 pour le français. La deuxième période quinquennale, on reprend l'exercice, la seconde cohorte, 3400 gains pour l'anglais, une centaine pour le français net. La troisième période, des gains de 4400 pour l'anglais pendant ces 5 années-là, réalisés sur le territoire québécois, je répète, et 1200 pour le français. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Ne vous en faites pas trop, là, avec « wow, 3400 à 100, oh, 4400 à 1200, c'est mieux, etc. » Ce sont des approximations. Mais ça montre 3 fois la même chose entre 91 96, 96 2001, 2001 2005, le libre choix de langue d'enseignement après l'école secondaire renverse l'élan que la loi 101 avait donné aux Français au primaire et au secondaire, en faveur de l'anglais, renverse en faveur de l'anglais. Tant et si bien que si vous faites un petit peu, faites le total pour la première période quinquennale. Pour l'anglais, c'est 4800. Pour le français, 3600. L'anglais l'emporte chez les jeunes. Deuxième période, les gains pour l'anglais, 5700. Pour le français, 3500. L'anglais l'emporte globalement chez les jeunes. Dernier exercice, dernière période quinquennale, 6600 pour l'anglais, comparativement à 4700 pour le français. L'anglais l'emporte toujours chez les jeunes. Et je peux ajouter que j'ai fait pas seulement ces 2 cohortes-là pendant la dernière période quinquennale, j'ai regardé toute la grosse cohorte de 0 à 39 ans. Je les ai fait vieillir. Ils avaient de 5 à 44 ans au recensement de 2006. Entre 2001 et 2006, un total de 13 000 cas d'anglicisation comparativement à 11 000 nouveaux cas de francisation réalisés sur le territoire québécois. Ce n'est pas seulement parmi les jeunes, mais ça se maintient par après chez les jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Et là, ça nous ramène au profil selon l'âge que je vous ai montré, là, le style baraqué du profil selon l'âge de l'anglais, langue maternelle, et le style effrité, déséquilibré du profil selon l'âge de la population de langue maternelle française, qui explique à son tour la dégringolade du français en poids et le maintien et même le regain du poids de l'anglais, langue d'usage à la maison, entre les 2 derniers recensements. Ce qui a aidé entre les 2 derniers recensements, ce qui a aidé l'anglais, c'est qu'il y a moins d'anglophones qui ont quitté le Québec qu'à qu'aucune autre période pour laquelle on a des données, des observations. Il y a juste une perte nette de 8 000 anglophones au profit du reste du Canada. C'est quand même une perte. C'est une population qui perd. Et malgré tout, il s'en tire mieux au Québec que le français. Le français a gagné, si je me rappelle bien, quelques 4 000 francophones au détriment des franco-ontariens, des Acadiens, etc. Notre solde migratoire interprovincial a été favorable pendant cette période pour le français, légèrement défavorable pour l'anglais, mais quand même, l'anglais a réussi à monter en poids et le français a pris une débarque comme on n'a jamais vu. Alors, la dernière image, et je vais terminer là-dessus, c'est un même sorte de rapport, là, un genre d'indice de vitalité des langues au cégep. On peut appeler ça indice d'attraction, indice de vitalité des langues au cégep. Il y a le français, il y a l'anglais. Ça vous rappelle drôlement ce graphique, juste la vision d'ensemble, ça nous rappelle le graphique sur la vitalité des langues, hein, le pouvoir d'assimilation. Ici, c'est le pouvoir d'attraction des études collégiales en anglais par rapport au pouvoir d'attraction des études collégiales en français. Même sorte de calcul. Au numérateur, on met le total de ceux qui se sont inscrits à une année donnée au cégep anglais ou au cégep en français, d'accord, au numérateur. Au dénominateur, on compare avec la clientèle collégiale des nouveaux inscrits cette année-là qui étaient de langue maternelle anglaise ou de langue maternelle française. Alors, pour l'anglais, quand on fait ce calcul-là, on prend les nouveaux inscrits
au cégep anglais, on compare pour une année donnée avec la clientèle cette année-là qui s'est inscrite fraîchement au cégep et qui est de langue maternelle anglaise. L'anglais avait, en 1980, c'est le début de nos observations avec le ministère de l'Éducation. On peut retourner jusque-là, en arrière, là, en 1980. La clientèle au cégep anglais était de 60% supérieure à la population étudiante cégepienne de nouveaux inscrits langue maternelle anglaise en 1980. La courbe continue à grimper, grimper, grimper. On est rendu à un indice de 2, ce qui veut dire 2 sur 1, c'est 200 sur 100, d'accord? Un gain de 100%. Le nombre de nouveaux inscrits au cégep anglais en fin de période ici est le double de la clientèle langue maternelle anglaise inscrite la même année aux études collégiales. Alors, ça explique rétroactivement, vous retournez en arrière, vous regardez l'indice de vitalité, pourquoi l'anglais attire tellement fort. Eh bien, ça, c'est une des réponses, c'est le choix de langue aux études collégiales. Le français, ça reste à peu près l'électroencéphalogramme plat. 1. Mais c'est quand même pas 0,6, d'accord? Ça pourrait être pire, là. La clientèle dans les cégeps français pourrait être inférieure à la clientèle langue maternelle française. Elle n'est pas inférieure, mais juste égale à peu près. Des fois, ça monte un peu, des fois, ça redescend, et on est rendu là, on tient le coup, là, mais il n'y a pas de profit. Réellement, il n'y en a pas. Je dois m'arrêter là, j'en avais plein d'autres choses, mais on aura une période de questions plus tard, et Patrick Sabourin a des informations supplémentaires à ajouter à ce que je vous ai donné là, qui sont directement pertinentes à la question, le débat sur le cégep. Merci beaucoup.